Le PowerPoint ou le syllabus du cours. Ça, je l'ai mis. Alors, vous allez sur votre ENT et vous allez sur Mes Drive. Alors oui, dans menu, je vais juste le mettre en voilà, c'est ça. Alors, là, je support la présentation générale, et là, c'est le plan détaillé. Et j'ai mis en gras dans les 8 sur les 16 compétences, les 8 vraiment qu'il faut travailler. Voilà. Donc là, on est en fait, ces trois-là, bon, ça va, parce que j'ai arrêté. Voilà, c'est les 8 là. Vous avez un compte online? Oui. Et c'est alors, vous pouvez, alors après, ce qu'il faudra, c'est quand vous partagez notre document pour créer un dossier avec vos trois documents. Et puis, partager, on va pouvoir chercher. On a besoin de après, de tout, et puis, de toute façon, on va sur, quand je mettrai vos nouvelles, vous aurez accès en tant qu'étudiant avec tout ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, non, là, c'est. Par contre, je vais faire un compte avec celui-là qui fait avec merci beaucoup. Alors, je vais mettre. Voilà. Alors, pour ceux qui, je ne sais pas si vous avez tous accédé au pack, vous vérifiez.
que vous ayez accès. Je vais le mettre ici pour avoir le pack office Microsoft. Si vous n'avez pas, pour pouvoir avoir accès à un traitement de texte, un tableur et un outil de présentation comme PowerPoint, aux outils Microsoft. Sans avoir, vous n'avez pas Windows avec une licence. Au moins bien là, vous avez accès en ligne. Et vous pouvez travailler et partager aussi les documents et tout ça. Pour vérifier que vous avez accès. Alors, je vais répondre ici. Je vais être sûr que... Alors ça, c'est l'identifiant. Alors après, aussi pour le pack office, en principe, on m'indique que via le NT, vous devriez y accéder aussi. Je ne sais pas si vous y avez, si c'est dans votre menu ou pas. Non? Vous avez réussi avec ça? Oui. Ça marche? Okay.
Alors, ceux qui sont là, vous pouvez me dire vos noms pour que je vous mette présent. Ok. Alors, je vous mets présent. La semaine dernière, vous étiez en distanciel ou en présentiel? C'est pas grave. Donc, ok. Et vous êtes inscrit sur Pix ou pas? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Moi, je vais vous rajouter. Je vais vous mettre en bas. Alors, Fofana. Et votre prénom? Avec un Y ou? Je peux vous demander votre numéro d'étudiant? 120. Ok, merci. Donc, je vais vous mettre présent. Je vous mets présent pour les deux séances. Ça ne change rien. C'est notamment si après il y a les histoires de cas contact, machin. Et jeudi, vous pensez être à distance ou en présentiel? Je pourrais être à distance, je pense. D'accord. Pour les distances, je vois que si vous êtes connecté ou pas, de toute façon, là, c'est. Après, là, c'est si jamais il y a des positifs ou quoi que ce soit, on sache. Alors, est-ce que je peux avoir. Excusez-moi. Je peux avoir votre nom? Alors, Neftali, c'est ça? Alors, vous étiez présente la semaine dernière? Donc, voilà. Et jeudi, vous pensez être là aussi? En présentiel? Alors après, s'il vous plaît, votre nom? L. N. Vous êtes inscrite sur Pix? Pas encore? Je vais vous mettre. Alors, N. Votre prénom? Votre numéro? D'étudiante, oui. 15? 57, ok. Vous étiez là la semaine 55? Ah, pardon. Donc, vous étiez la semaine dernière? Vous étiez à distance? Et là? D'accord. Et vous avez réussi à vous inscrire sur Pix ou pas? Vous avez un problème pour le faire ou? Parce qu'il faut vous inscrire pour que je puisse. Alors, vous allez sur Pix. Alors, vous pouvez y accéder via le vous tapez pix.fr. Donc, c'est HTTP. X.fr. Après, donc, une fois que vous avez fait ça, je m'inscris. D'accord, je m'inscris. Donc, vous renseignez, vous mettra votre nom et votre identifiant. Donc, c'est votre adresse mail, la maternité, perso, c'est une adresse, c'est dû.
Et après, vous allez avoir votre place. D'accord? Donc, une fois que vous y êtes, quand vous avez c'est bon, vous allez mettre, j'ai un code. D'accord? Vous cochez, j'ai un code. Et vous saisissez ce code. D'accord? Vous saisissez le code. Comme ça, moi, je récupère et vous saisissez le code et après, vous envoyez mon profil. D'accord? D'accord. Envoyez mon profil. D'accord? Donc, vous allez sur le site de la plateforme x.fr. Je m'inscris. Mettez votre identifiant, donc il faudra l'inscrire. D'accord. Votre mot de passe. Si vous n'avez pas, vous avez le mot de passe. Une fois que vous y êtes, j'ai un code. Et une fois que vous avez, après, vous, à chaque fois, quand vous retournez sur la plateforme, vous allez cliquer sur connexion. D'accord? Et quand vous avez une connexion, la première fois que vous vous inscrivez, si vous avez jamais été sur la plateforme, vous inscrivez. Une fois que vous êtes inscrit, après, à chaque fois que vous allez sur la plateforme, vous cliquez directement sur connexion. Si vous avez justement enregistré votre identifiant et votre passe, automatiquement vous serez sur votre compte. Si vous n'avez pas enregistré automatiquement, il faut ressaisir votre identifiant et votre mot de passe. D'accord. Ça va? Oui. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, donc j'ai un code, vous saisissez ce code-là, qui, moi, me permet de récupérer, de savoir que vous vous êtes inscrit. Ok. D'accord? Et puis après, je vous redemanderai, je vous renvoierai votre code pour que le 15 février, vous renvoyez votre profil pour que je vois à ce moment-là ce que vous avez fait, les tests que vous avez passés et les résultats. D'accord? Donc il y aura 2 dates, le 15 février et le 15 mars. Et le 15 mars, c'est ça? Voilà. Donc ça pareil, vous allez sur le NT. Est-ce que vous allez sur le NT? Oui. Là, donc j'ai mis sur votre post-it les informations, mais aussi donc sur le Drive, vous avez accès aux documents que je vais déposer sur le groupe. Ok, je l'avais vu. D'accord? Voilà. Et donc dans le premier support, vous avez la présentation avec le code, le premier code. Et après les dates importantes, et moi je enverrai les dates. Ok. D'accord? C'est bon? Ça va? Alors après, votre nom, alors je me souviens de vous, vous étiez là. Votre nom, c'est? Alors D. Avec un M? Oups. M-O? M. Ah. Ok. Donc vous étiez là la semaine dernière et vous êtes là aujourd'hui. Ok. Alors après, monsieur, votre nom? Ah oui, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Mathieu. Donc pareil, vous étiez là la semaine dernière et aujourd'hui. Alors, vous, je me souviens. Alors, votre nom, c'est bien H-A. Et
Vous étiez là, c'était R. T. R-A-H-E-R-Y. Alors, vous n'êtes pas inscrite encore sur Pix. Ah. Je ne retrouve pas alors, comment ça se fait? Donc, T. T. Ah, le nom. Ah, quel nom vous avez saisi sur... Alors, attendez. Ouais, c'est moi qui va bien. Merci. Donc, vous étiez là la semaine dernière et aujourd'hui. Alors après, votre le TCH. Kevin, c'est ça? Donc vous étiez là la semaine dernière? Donc là, je vous mets aujourd'hui en présentiel. Okay. Oui, votre nom? Oh, plus fort. Vous pouvez redire, je n'entends pas. E-B-E. Vous êtes inscrit sur Pix ou pas? Ok, donc je vais juste prendre votre nom comme ça alors. Donc je suis désolée, je vais E-B-E. I. Ok. Et juste votre numéro d'étudiant, si vous le connaissez. 382. Ok, donc je vous mets en présentiel pour aujourd'hui. Mesdames, vous étiez là la semaine dernière, je me souviens. Donc, cette semaine en présentiel. Là, ce que je veux, c'est vraiment ceux qui sont présents à chaque fois. Si jamais après, il y a cas contact, ou je ne sais pas, que vous ayez l'information, que vous ayez vous faire tester. J'ai passé la matinée. Donc... Alors, ME. Mais Saoud et votre collègue? Attendez, je vais essayer de... Hop, je coche en même temps les deux, comme ça je vérifie. Alors, donc vous avez bien mis vos deux. Alors, Fitori Noua, vous étiez en distance la semaine dernière? Et ok, c'est bon. Alors après, messieurs, alors votre nom? Connaît. Ah, il y en a deux. C'est Mamadou? Donc c'est bon, vous êtes bien inscrit sur la plateforme. Et vous étiez en présentiel aussi jeudi, hein, je me souviens pas. Monsieur? Alors, il faut que je mette votre nom parce que comme vous venez de vous inscrire, alors M-I, oui. Nia, votre numéro d'étudiant, si vous l'avez. Okay. Donc en présentiel. Alors, monsieur, s'il vous plaît, votre nom. Vous êtes inscrit déjà sur la plateforme?
Vous venez de vous inscrire? Oui, d'accord. C'est pour ça que je ne vous ai pas sur. Alors, M. Ah. BI. Ok. Votre numéro d'étudiant? Oh, bah, c'est pas grave si vous ne savez pas. Là, vous êtes inscrit, c'est bon? Ok. Bon, bah, donc c'est bon, comme ça, au moins, pour ceux qui sont là aujourd'hui. Donc, je pense que ceux qui sont pas revenus, donc ils vont pas revenir. On va reprendre à distance. À distance, on va reprendre. Alors, je regarde. Quand le mot de passe, alors je suis avec ceux qui sont à distance. Là, vous me dites que quand vous connectez à Office, le mot de passe de l'ENT ne fonctionne pas. Alors là, je ne peux pas vous dire. Est-ce que vous l'avez changé? Alors, je crois que le mot de passe de l'ENT au début, par défaut, c'est votre date de naissance. C'est le numéro d'étudiant. C'est quoi? Sur le papier que vous avez reçu? C'est un mot de passe, c'est pas votre numéro d'étudiant? Ah, c'est l'INE. Ah, voilà. Après, une fois que vous rentrez dans votre profil, vous pouvez le changer. Hein, donc, c'est votre INE qui est sur votre carte d'étudiant, ou c'est l'INE que vous avez depuis déjà un moment, j'imagine. Et après, bah, quand vous êtes sur l'ENT, vous pouvez modifier votre mot de passe. D'accord? Alors, on va reprendre. On va essayer de finir ça, au moins cette première section. Alors, après, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser le support. C'est-à-dire que là, jeudi, on aura fini le chapitre 1. Le chapitre 2, à mon avis, on va aller vite, puisqu'il y a juste la première compétence qui est importante. Je vous le mettrai sur le drive. Comme ça, vous avez déjà cette partie-là du support. D'accord? Vous puissiez commencer à regarder. OK. Donc, on y va. Alors, attendez, je vais rebasculer sur... Donc, j'enregistre. Je ferme le fichier Excel. Ah, mince. Alors, votre nom, juste rapidement. Vous êtes déjà sur Pix ou pas? Je vais vérifier. Bah oui, mais il faut renvoyer le code. Ça ne change rien. Il faut que vous vous connectez. Là, vous connectez et puis vous envoyez, vous mettez j'ai un code et c'est ce code-là. D'accord? Donc je vais quand même vous mettre là. Je vais quand même vous enregistrer. Hein? Non, vous étiez connecté. Vous êtes déjà sur la plateforme, vous avez déjà votre identifiant, votre mot de passe. Donc vous allez sur pix.fr, vous faites connexion. Hein, vous faites connexion et après vous mettez, une fois que vous êtes sur votre compte, vous mettez j'ai un code. Et puis vous saisissez le code. Donc là, je vais juste mettre votre nom. C'est la judge. Et puis donc, je vais dire que vous êtes présent aujourd'hui. Vous êtes en présentiel. Alors, donc je note, si jamais il y a un cas contact ou quelque chose, que je vous donne l'information. Ok, mais c'est pas du tout pour contrôler la fluidité parce que. Oui. Donc là, c'est pareil. Hein. Vous allez sur l'ENT, sur vos drives, et vous allez avoir les supports déjà de la semaine dernière. Sur les drives, et vous allez avoir le support de la semaine dernière. Alors, celui de cette séance et de jeudi, après la séance de jeudi, je vais couper là où on sera arrêté, et je vous le mets à disposition. D'accord? Alors, donc on reprend. Donc je remets le diaporama pour
OK. Donc, je partage pour ceux qui sont à distance. Oui. Alors, si, là, il faut voir avec les charges TD. Oui, c'est les charges TD et c'est les cours le samedi. Je crois que aussi bien M. Ferganitz que Mme Machour que M. Barry. Alors, M. Barry, c'est sur Villetaneuse. En général, il vient sur Villetaneuse. Mais les autres enseignants, je crois qu'ils sont plutôt sur Argenteuil. Là, je ne peux pas, voilà, il faut... je sais, c'est pas indiqué sur Hyperplanning déjà ou pas? Enfin, sur Hyperplanning, sur votre emploi du temps? Donc, alors, les salles seront indiquées. Si c'est les salles sur Argenteuil, c'est indiqué Argenteuil. Mais effectivement, là, c'est nos enseignants qui... Alors, donc, je reprends juste le diaporama. Alors, attendez, parce que vous le voyez. Alors, c'est quoi ça? Ah non, ça, c'est l'autre. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Excusez-moi. Alors, c'était là-dessus, je crois. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, attendez, parce que eux, ils voient. Celui-là. Voilà. Et donc, on était annuaire de recherche. Bon, je suis désolée pour ceux qui sont à distance, vous ne voyez pas le... Vous voyez, il suffit de s'arrêter pour que ça devienne n'importe quoi, ce truc. Donc, alors, c'est ça. Vous êtes où, là? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Il y a un décalé entre la distance et vous. Alors, on va essayer de faire en même temps. Alors, c'est bon. Je crois qu'on en était ici. C'est bon. Donc, on reprend annuaire de recherche. Bon, on va essayer d'aller un peu vite, là, un peu plus vite. Donc, un annuaire de recherche. Donc, vous les avez retrouvés dans ce type d'annuaire. Ça regroupe tous les sites web qui vous permettent, donc, par rapport à une recherche que vous faites sur un domaine, une discipline en particulier. Et ça vous permet donc d'avoir un accès un peu plus rapide à des informations qui vous intéressent concernant un sujet ou une discipline en particulier. D'accord? Donc, ça, c'est donc, après le catalogue de bibliothécaire, un autre outil. Et donc, toujours pareil, hein, ce que je disais tout à l'heure, les annuaires généralistes et les annuaires spécialisés. D'accord? Donc, on verra, donc, notamment sur les sites que je vous ai donnés, comme le site de l'INSEE, de la Banque de France, etc. Vous allez avoir des annuaires et vous allez pouvoir chercher des informations par catégorie et pour aller plus vite, pour accéder plus vite aux informations. D'accord? Et des recherches par mots-clés, on verra aussi comment c'est possible. Donc, autre outil qui souvent est aussi derrière un portail bibliothécaire ou un annuaire de recherche, c'est tout ce qui est moteur de recherche. D'accord? Par exemple, sur le tableur, tout à l'heure, il y avait la petite loupe. Donc,
si vous allez sur un site, il y a souvent cette petite loupe. C'est un moteur de recherche. Ça vous permet d'accéder, de faire des requêtes, d'aller chercher donc des informations. Vous allez pouvoir donc chercher des informations sur différents sites, sur différentes pages web, en utilisant des requêtes. Alors, que fait ce moteur de recherche? Alors, derrière, évidemment, c'est de l'informatique. Hein. Donc, il moissonne, ça veut dire qu'il va balayer très large par rapport aux mots que vous allez rentrer, que vous allez renseigner. Donc, il va moissonner de façon à faire remonter des informations qu'il va aller chercher donc sur différentes pages possibles. D'accord? Donc, le web invisible, hein, c'est des choses qu'en fin de compte qui existent, mais qu'on n'arrive pas à trouver en faisant une simple requête via un moteur de recherche. D'accord? Donc, il y a certaines pages qui ne sont pas forcément accessibles. Donc, il faut, notamment, on vous demande de vous identifier. Donc, il faut une première connexion, une authentification pour pouvoir accéder aux informations qui sont sur certaines pages et donc sur certains sites. D'accord? Donc, je dis n'importe quoi. Par exemple, si vous allez sur le site, par exemple, vous cherchez des billets de train. Donc, vous allez sur le site de la SNCF. Quand vous cherchez des billets de train, c'est pour une destination précise et vers un jour et à une heure précise. D'accord? Donc, là, il faut vous authentifier, vous identifier. Pourquoi? Parce que toutes les informations concernant tous les trains sont stockées dans une base de données. D'accord? Et donc, il faut renseigner, donc donner des informations. Donc, où est-ce que vous voulez aller, d'où vous partez, où vous voulez aller, quel jour, quelle heure, etc. Et donc, il faut donc donner ces informations-là. Donc, authentification pour pouvoir donc chercher les informations dans une base de données. D'accord? Et que vous puissiez donc récupérer l'information qui vous intéresse. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc, on fera des exemples par rapport à vos sujets. On ira sur des pages de sites spécifiques. Et par exemple, on saisira dans un moteur de recherche secteur bancaire. Donc, secteur bancaire. Donc, le moissonnage, ça va consister à quoi? C'est donc par rapport à ce que vous allez rentrer comme mot, donc secteur bancaire, d'aller chercher donc, des informations, donc des pages par rapport à ce que vous rentrez. D'accord? Donc, il fait donc le moissonnage. Donc, ensuite, il fait ce qu'on avait vu tout à l'heure, la notion d'indexation. Mais là, comme ça va faire une indexation automatique. Donc, par rapport au mot que vous allez renseigner, d'accord? Donc, il va aller chercher donc, des pages, extraire différentes pages hein, pour faire remonter des informations qui vous intéresseraient par rapport au mot que vous avez renseigné. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que des fois, quand c'est du texte, c'est facile, mais il peut y avoir des images ou des choses qui correspondent, qui peuvent vous apporter des informations, mais qui ne remontent pas si il n'y a pas une indexation automatique qui est faite. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Et ensuite, que va faire le moteur de recherche? Il va interroger, donc il va faire des interrogations en fonction de la requête que vous avez faite, c'est-à-dire en fonction des mots-clés que vous avez renseignés. D'accord? Et il va ensuite, en général, indiquer par ordre de pertinence les informations qu'il a trouvées par rapport aux mots-clés que vous avez. D'accord? Donc, je dis n'importe quoi. Si vous allez sur le site de la Banque de France, on fera des exemples, que vous renseignez donc, dans leur moteur de recherche secteur bancaire, vous allez voir qu'il va y avoir plein de documents, d'informations possibles. Donc après, vous allez pouvoir affiner en disant quels sont vos critères donc, prioritaires, et donc pour vous, quels seraient les documents les plus pertinents. Est-ce que c'est les documents les plus récents?
Est-ce que c'est plutôt des documents type article? Est-ce que c'est plutôt des documents type notes, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce que va faire donc, en faisant donc une interrogation. D'accord? Alors, donc évidemment, il existe des moteurs de recherche spécialisés dans certains types de ressources ou dans certains domaines, et il y a aussi donc des méta-moteurs qui balaient encore plus large que les moteurs de recherche dits spécialisés. Alors, évidemment, je ne vais pas citer des moteurs de recherche très connus, on va dire au grand public, en tout cas qui sont, je ne dirais pas les plus performants, mais en tout cas les plus utilisés, parce que c'est peut-être ceux qui ont des monopoles. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme de monopole en économie. Alors, est-ce que, par exemple, vous pourriez me citer un moteur de recherche qui est très connu, que tout le monde utilise peut-être sans s'en rendre compte? Google. D'accord? Donc ça, c'est souvent. Donc ça, c'est un moteur de recherche, on va dire, généraliste. Hein. Mais voilà, il va vous permettre en tapant des mots, d'extraire, donc d'aller utiliser ce qu'on a dit, moissonner le plus large, entre guillemets, possible, donc sur le web, donc sur la toile, des ressources, donc des informations par rapport aux mots que vous allez saisir. D'accord? Mais il va aussi vous rapporter des images par rapport à ce mot, parce qu'il il fait une indexation automatique. D'accord? Et il va interroger plein de pages pour faire remonter des informations par rapport aux mots que vous aurez saisis. D'accord? Donc, on fera aussi, si on a le temps aujourd'hui ou sinon jeudi, enfin, pour faire un peu plus pratique, en utilisant 2 moteurs de recherche, vérifier si en tapant le même mot, quelles informations, est-ce que vous retrouvez les mêmes informations qui remontent, ou est-ce que vous avez beaucoup de différences entre les informations qui sont remontées en fonction du moteur de recherche que vous avez retenu. D'accord? Alors, donc voilà. Alors, donc ça, c'est important parce que c'est un peu déjà une espèce de, comme si vous faisiez un petit peu déjà de programmation. Et ça sera important aussi quand vous utilisez des tableurs, ce genre de choses. Hein. Donc, faire des requêtes. Donc, c'est pour préciser vos critères de recherche. D'accord? Donc, quand vous allez sur, donc que ce soit les catalogues pour aller plus vite, hein, les catalogues de bibliothèques comme les moteurs de recherche, on utilise ce qu'on appelle des opérateurs pour balayer, moissonner le plus largement possible, donc pour essayer d'accéder au plus d'informations possibles sur le web. D'accord? Donc, dans des catalogues de bibliothèques, et vous pouvez déjà faire aussi des tests. Donc, tester pour les prochaines séances, par exemple la bibliothèque en ligne de l'université, pour voir si vous avez bien accès et comment vous arrivez à faire remonter des informations sur des ressources numériques ou pas qui pourraient vous intéresser. Donc, on utilise les opérateurs qui sont relativement simples. Donc, on associe des mots. Donc, l'opérateur est, par exemple, si vous voulez chercher des informations sur banque et assurance, donc, vous allez mettre banque et assurance. Donc, si vous êtes dans un catalogue de bibliothèque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans toutes les notices bibliographiques là où ces mots apparaissent. Mais comme c'est « et », il faut que les 2 mots sont associés. Donc, il va de faire remonter que les documents pour lesquels ces mots sont associés. D'accord? Si vous faites « ou », il va vous faire remonter des ressources, donc des documents, où vous allez avoir où le mot « banque » apparaît, mais aussi où, pas le mot « banque », mais le mot « assurance ». D'accord? Donc, il suffit qu'on le retrouve l'un de ces 2 mots, banque ou assurance, pour qu'on ait
des informations sur les documents disponibles qui comportent dans la notice dont ces mots que vous avez saisis. D'accord? Sauf, c'est ce que vous ne voulez pas. D'accord? Si je mets banque sauf assurance, donc les documents qui vont être remontés, c'est les documents donc, pour lesquels, dans la notice bibliographique, il n'y a pas le mot assurance comme mot-clé, par exemple, ou comme mot sujet. D'accord? Alors, un autre opérateur qui est très utilisé, c'est quand vraiment on veut balayer très très large, c'est l'étoile ou l'astérix. D'accord? Donc, ça veut dire que si on veut chercher très très large, on donne le début d'un mot et après, on met l'astérix ou l'astérix avant et une suite de mots et il va nous remonter toutes les ressources où il y a une partie de ce mot ou alors une personne. Je sais pas, si vous cherchez, pour vous faire rigoler, si vous cherchez toutes les Nathalie célèbres, donc vous faites Nathalie étoile dans votre moteur de recherche, ou là si c'est dans un catalogue de bibliothèque, ça va pas être toutes les, ça va être en général les publications, l'auteur qui a le prénom Nathalie et puis tous les noms possibles. Et donc il va vous faire remonter tous les documents, ouvrages, articles de presse, etc., où il y a le prénom Nathalie et avec tous les noms possibles. D'accord? Et si vous faites ça sur un moteur de recherche, là, vous allez avoir encore plus large, puisque vous allez avoir toutes les pages où ce prénom est cité. D'accord? Quel que soit. D'accord? OK. Bon, donc le moteur de recherche, c'est un peu le même principe. D'accord? Donc, on fera les tests par rapport à votre sujet. D'accord? On prendra un ou deux sujets. Donc, le moteur de recherche, le plus, c'est l'équivalent du « et ». Le moins, c'est l'équivalent du « sauf ». D'accord? Et les guillemets, c'est pour chercher que cette expression précise. D'accord? Et vous, quel que soit le moteur de recherche, donc vous avez une recherche simple, et après, vous pouvez affiner votre recherche. Et ça, vous allez le faire parce que vous avez donc l'outil qui est recherche avancée. D'accord? Donc, si vous voulez tous les documents, par exemple, qui concernent le secteur bancaire, disponibles sur le site de la Banque de France, d'accord? Mais uniquement des documents qui ont été publiés depuis cette année, ou depuis l'année 2021. Donc, vous allez dans la recherche avancée pouvoir préciser, par exemple, une date de publication. D'accord? Donc, ça restreint donc, votre recherche. Donc, vous affinez votre recherche en mettant, donc, en précisant des critères. D'accord? Donc voilà, donc le reste, je pense que c'est pour le lire. Alors, donc évidemment, ce qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez fait donc vos recherches en utilisant donc les différents outils possibles, c'est se poser la question de savoir donc les différentes sources d'information. Est-ce que, donc, évaluer la qualité de vos ressources, donc des ressources que vous avez fait remonter via les différents outils dont vous disposez, et donc tous les outils numériques qu'on a vus. Alors, il faut évaluer la ressource. Donc, première chose que vous devez poser comme question, c'est est-ce qu'elle est pertinente? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on entend par pertinente? C'est évidemment, est-ce que la ressource vous remonte des informations qui sont en adéquation avec votre besoin d'information. Je dis n'importe quoi. Si votre sujet, c'est le secteur du luxe,
Si vous avez recueilli des informations sur le secteur agricole, donc là, le contenu des informations que vous avez obtenues ne correspond pas à votre besoin d'information. Donc, vous allez considérer que ce n'est pas pertinent. D'accord? Donc, faire une autre recherche. D'accord? Et donc, est-ce qu'il répond aux questions que vous vous posez? D'accord? Donc, si votre sujet, c'est le secteur du luxe, et puis il vous dit, voilà les principales entreprises françaises du secteur du luxe, ça peut être une information intéressante pour vous. D'accord? Et est-ce que ça apporte des informations utiles par rapport à votre recherche? Donc, si par exemple, vous obtenez une page qui vous dit, voilà les principales entreprises du secteur du luxe, les principales entreprises françaises du secteur de luxe, et qu'en plus, dans la ressource, vous avez aussi comme information que ce sont des premières multinationales mondiales, donc pour ne citer par exemple LVMH, donc pour vous, ça peut être une information intéressante. D'accord? Et si vous disent que par exemple, LVMH est le leader mondial du secteur du luxe, parce qu'il connaît un chiffre d'affaires en hausse ou un taux de croissance de ce chiffre d'affaires important. Donc, ça peut être aussi une information intéressante pour vous. D'accord? Donc, toujours se poser la question de sa pertinence, mais pertinence par rapport à quoi? Par rapport à vos besoins d'information que vous avez. D'accord? Et donc, après, évidemment, sa qualité. C'est-à-dire d'où provient votre information. Quelle est sa source? Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait 3 catégories de sources. De la meilleure qualité à la moins bonne. Donc la meilleure qualité, c'est ce qu'on appelle les sources dites traditionnelles. Hein, et la moins bonne, c'est informelle. D'accord? Donc, sa qualité, donc c'est une source est de bonne qualité si elle est fiable. D'accord? Si elle est aussi évidemment bien présentée, d'accord, mais donc qui dit bien présentée, ça veut dire que la qualité de rédaction est correcte, qu'elle est compréhensible, donc lisible, et elle est accessible. D'accord? Et donc, sa fiabilité, comment elle a été communiquée, par qui, hein, et quelle est l'intention sous-jacente? Donc, si je reprends mon exemple du secteur du luxe, si vous avez ce que je vous ai dit, donc par exemple, telle entreprise du secteur du luxe français est le leader mondial parce que son chiffre d'affaires est de temps. Donc, d'où vient cette source? Est-ce que ça vient du site? Parce que ça vient du rapport annuel de l'entreprise, donc a priori c'est une source fiable, puisque ça a été validé par le comptable, l'agent comptable du groupe, etc. Donc a priori c'est une source fiable. Si par contre je prends en compte une information concernant LVMH où j'ai ces derniers produits, ça je peux dire que c'est peut-être plus une information qui est de l'ordre commercial et qui n'est peut-être pas pertinente par rapport au sujet que je traite. D'accord? Donc, voilà un exemple de se poser des questions par rapport à la fiabilité et à la qualité de l'information, donc en fonction donc, de la source de cette information. D'accord? Donc, il faut donc identifier la source de l'information, évaluer sa fiabilité. D'accord? Donc, pour ça, on va regarder aussi la page d'accueil du site de la source. Donc, ce qu'on appelle, si vous avez vu, je vous ai mis, tout ça, c'est des URL. Hein. Alors, URL, c'est pareil. Hein. C'est le terme anglo-saxon. En français, on parle de l'adresse. Et ça donc permet toujours d'identifier la source. D'accord? Donc, ça c'est un peu technique, mais c'est... Oui? Alors, donc, qui est à l'origine de l'information? Donc, quelle est la source? Donc, le site, est-ce que c'est un site officiel?
Est-ce que c'est le site d'une institution, d'une organisation? Quel type d'organisation? Donc tout ça, il faut se poser des questions par rapport à ça. D'accord? Est-ce que c'est un site personnel, c'est-à-dire d'une personne? Mais quelle est cette personne? Est-ce que c'est un expert par rapport au sujet à l'information que vous recherchez? Est-ce que c'est quelqu'un qui est reconnu par ses compétences? Donc voilà, il faut se poser ce genre de questions. D'accord? Donc, alors, évidemment, et plus la source est dite traditionnelle, donc plutôt fiable, d'accord, plus elle est informelle, des blogs, des podcasts, ce genre de choses. Là, c'est en général, il faut vraiment s'assurer de sa fiabilité. D'accord? Alors, déjà, on a des informations dans l'URL, dans l'adresse d'un site. Donc, ça, c'est technique, mais c'est important. Alors, on verra. Mais quand vous vous connectez sur un site, maintenant, ce qui est obligatoire aussi, c'est, notamment si c'est des sites commerciaux, il y a toujours une clé qui est ouverte ou qui est fermée. Donc, on verra jeudi, parce que là, je vais finir le slide. Là. Mais quand c'est une clé, la clé est fermée, ça veut dire que c'est un site qui est a priori sécurisé. Quand la clé est ouverte, c'est que ça peut être un peu risqué. Notamment si on vous demande après de transmettre des informations personnelles, des cartes, numéros de carte, numéros de code, etc. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça, vous le voyez sur l'adresse URL, donc l'HTTPS. D'accord? Donc on verra après. Notamment sur les sites commerciaux, il faut toujours s'assurer que vous avez une clé, un cadenas, qui est bien fermé. D'accord? Après, maintenant, tout ça a été développé. Vous avez des barrières quand même pour s'assurer que c'est sécurisé après. Mais bon, alors, ce qui est important, c'est de lire, de comprendre une adresse. Une adresse IP, souvent on appelle ça une adresse IP, une URL, c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est de l'hypertexte, puisque toutes les pages, donc le web, tout est relié via ce qu'on appelle de l'hypertexte, c'est du codage. D'accord? Donc, ça, c'est la toile. Donc, toutes les adresses, tous les sites sont toujours présentés de cette façon. Si c'est pas comme ça, c'est que c'est pas, il faut faire attention. D'accord? Donc, première chose qu'on va discerner, ou observer, c'est ce qu'on appelle le domaine. Donc, le domaine, c'est la petite extension que vous avez toujours ici après le point. Donc, pour ceux qui sont à distance, pardon, on est sur l'adresse ici, l'adresse IP que vous avez ici, https www.ecb.europa.eu. D'accord? Donc, le domaine, donc ça vous donne des informations. Donc, c'est l'orientation générale du site, ça c'est bon. Alors, donc là, pareil, il faut faire attention. Quand c'est .com, c'est commercial au sens large. D'accord? Alors, quand vous êtes sur donc l'entreprise, que là, on a à moitié cité tout à l'heure, mais je vais quand même la citer, même si on n'est pas censé toujours la citer, donc c'est par Google. D'accord? Donc, vous qui vous intéressez à l'économie, à la gestion, c'est quoi les GAFA? Qu'on appelle les GAFA. Alors, ils ne sont pas, attention, CAC 40, certaines, mais pas, non, elles ne sont pas dans le CAC 40. Alors, on reviendra dessus. Le CAC 40, c'est un indice boursier. Donc, c'est un indice qui reprend donc, les 40 principales actions françaises cotées sur la bourse de Paris. D'accord? Donc, on appelle Euronext Paris. Donc, 40, c'est les 40 françaises. D'accord? Donc, Google, Amazon, alors GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook. D'accord? Donc, c'est les grandes multinationales qui dominent quel secteur d'activité? Vous voyez que ce n'est pas qu'un seul secteur d'activité, donc on va dire numérique,
Mais c'est pas que ça, hein, c'est le commerce, hein, puisque ils font tous des activités, on va dire, commerciales. D'accord? Donc c'est pour ça que quand vous avez, par exemple, quand vous avez vos adresses Gmail, c'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière Gmail? C'est Google. Ouais, et donc c'est toujours gmail.com. Donc comme pour commercial. D'accord? Donc si on est, entre guillemets, chez un concurrent français de Google pour son activité notamment de téléphonie, mais pas que, parce que vous connaissez, vous voyez de qui je parle. Concurrent français, téléphonie, qui est aussi multinationale, Orange, ouais, qui fait aussi du e-bank comme font Google et d'autres. Donc, là, vous allez avoir le domaine, ça ne sera pas comme, alors que ça pourrait être comme, c'est une partie commerciale, mais eux, ils sont sur .fr. Alors, .fr pour son activité, on va dire, en France. Et comme c'est une multinationale, si vous êtes un client, vous utilisez Orange, dans un autre pays, donc par exemple, si je prends l'Espagne, l'Italie, vous n'aurez pas un .fr, mais vous aurez .es pour l'Espagne, .it pour l'Italie, .gr pour la Grèce, etc. D'accord? Donc là, ça fait plutôt référence à un pays. D'accord? Même si derrière, il peut y avoir des activités commerciales aussi. Et donc, pourquoi? Parce que le domaine, tout ça, c'est, voilà, on demande un domaine, donc si c'est déjà utilisé, on ne peut pas l'utiliser, puisque ça va toujours faire pour quelque chose. Donc là, dans l'exemple ici que vous avez, c'est .eu. Donc là, mon exemple, .eu, c'est donc c'est un domaine donc, européen. D'accord? Et donc, avant, le nom de domaine. Le nom de domaine, alors pareil, donc quand vous créez un site, hein, vous allez faire une demande, vous allez attribuer un nom. Donc, on va appeler le domaine. D'accord? Et une fois que ce nom est attribué, il ne peut pas être réutilisé. Donc, vous êtes le propriétaire de ce domaine. D'accord? Alors, donc il y a pareil, le site, hein, c'est whois. Donc, c'est de l'anglais, hein, tout attaché, qui est. Donc, ça vous permet, c'est un moteur, on cherche aussi, qui vous permet de savoir à qui appartient tel et tel domaine. D'accord? Donc, exemple de domaine, quand vous avez vous êtes étudiant d'université Paris 13, dites maintenant Sorbonne Paris Nord. Donc, ça, c'est le nom de domaine. C'est-à-dire que si vous voulez faire un site des étudiants de l'université Paris 13, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce domaine-là parce qu'il est déjà pris. D'accord? Donc, ça, c'est le nom de domaine. Donc là, dans l'exemple que vous avez ici, donc c'est europa.ui. Et ça, il vous dira, sur ce site-là, donc si je fais alors bon, là, je ne vais pas le faire parce que vous voyez que là, vous ne voyez pas. C'est ceux qui sont à distance qui le voient. Donc, avec le curseur, je me positionne sur l'adresse IP ici, l'adresse web ici. Donc, mon PowerPoint est interactif. Donc, vous voyez que là, c'est en bleu et surligné. C'est que derrière, j'ai ce qu'on appelle un lien hypertexte. Donc, si je clique, je ne vais pas le faire, parce que je vais le faire. Est-ce que vous allez le voir? Je ne suis pas sûre. J'ai dissocié. Voilà. Alors, ceux qui sont à distance le voient. Est-ce que si je fais ça, vous le voyez? Maintenant. Donc, j'ai ouvert. Je ne sais pas pourquoi je suis dissociée entre là, le vidéo et là. Donc, si je clique là, donc quand vous aurez le support, vous mettez ici avec le curseur, votre souris, ici,
vous faites un clic droit. Donc, vous allez voir le petit nom qui se présente là. Vous faites un clic droit et ça vous emmène, ça ouvre le site. D'accord? Donc, le domaine là. Et, bon, là, vous voyez, le nom du domaine il va être assez parlant. Bon, Europa, c'est pas très parlant, mais bon, quand on utilise, on sait, quand on ouvre, on sait qu'on va sur le site de l'Union européenne, donc qui est un site officiel, fiable, etc. D'accord? Et vous avez souvent un sous-domaine, qu'on appelle ce qui est avant, un préfixe. D'accord? Et ça vous donne aussi, ça vous emmène sur une page bien spécifique par rapport au site. Donc là, dans l'exemple que j'ai, donc je vais sur le site de l'Union européenne et plus précisément, comme j'ai avant le sous-domaine ECB, voilà. Et donc, ça va emmener directement sur le site de l'Union européenne et plus spécifiquement sur la partie du site qui correspond à la Banque centrale européenne. D'accord? Donc, voilà comment vous avez, donc, ça vous permet de vous assurer de la fiabilité et de la qualité du site. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire. L'information, elle provient de quelle source? De quel site? Ensuite, l'auteur de l'information. D'accord? Donc, l'auteur, son document, son rapport, son ouvrage, etc., il est donc référencé dans un site, il est hébergé, etc. Donc, en principe, on doit avoir des informations sur sa notoriété. Donc, il faut au moins se poser des questions par rapport à l'auteur du document. D'accord? Est-ce que les informations dont on dispose par rapport à l'auteur, est-ce que c'est en lien avec son activité professionnelle, ce qui peut donc être des informations qui permettent de juger de la fiabilité, de la qualité du document, de l'information? Est-ce que l'auteur est rattaché à une entreprise? À quel type d'entreprise? Est-ce que c'est une institution gouvernementale? Est-ce que c'est une université, un laboratoire de recherche, etc. D'accord? Donc, dit autrement, est-ce que l'auteur est connu comme étant quelqu'un d'expert par rapport à son domaine? D'accord? Alors, l'autre point évidemment important, c'est ce qu'on appelle la fraîcheur de l'information. Alors, la fraîcheur d'information, parce que vous pouvez trouver de tout sur le web. Hein. Vous pouvez notamment trouver des informations qui n'ont plus de sens au moment où vous cherchez de l'information. Une information qui est périmée, entre guillemets, qui est trop ancienne et donc qui n'a plus d'intérêt. D'accord? Donc, souvent, essayez de vérifier à quelle date cette information a été mise en ligne, par qui. Est-ce que depuis, il y a d'autres informations qui remettent en cause cette information parce qu'elle est obsolète, etc. Donc, il faut se poser ce genre de questions. Et quel est l'objectif de l'information que vous avez recueillie? Donc ça, c'est important. Est-ce qu'il s'agit d'un objectif donc, de vous apporter des connaissances scientifiques? Est-ce que c'est de la vulgarisation? D'accord? Mais la vulgarisation, il ne faut pas non plus que ce soit simpliste. D'accord? Est-ce que c'est pour vous convaincre de quelque chose? Donc, en fonction du contexte, voilà, il faut avoir toujours un esprit alerte et se poser plein de questions. D'accord? Et évidemment, qui est visé par ce type d'information? Est-ce que c'est une information qui vise un public spécifique parce que derrière cette information, on veut que vous faire vendre quelque chose? Donc ça, c'est toujours important. Donc, se poser la question de savoir qui est visé par ce public, par l'information, pardon. Donc, par rapport à vos sujets, évidemment, il faut que ce soit des informations qui, a priori, visent un public qui cherche des informations
plutôt à caractère scientifique, grand public, accessible au grand public, mais qui soit quand même fiable et de qualité par rapport au sujet. D'accord? Donc, l'objectif de l'information, alors ça, c'est souvent c'est important. Hein. On parle souvent, on met en balance ce qu'on appelle l'information-connaissance par rapport à l'information-opinion. Donc, l'information-connaissance, c'est une information a priori qui se base sur des ressources qui est donnée donc, par des auteurs qui sont reconnus d'un point de vue scientifique. D'accord? C'est vraiment une information qui est reconnue comme étant une information a priori fiable hein, et plutôt validée par tout un processus qui s'est assuré de la qualité et de la fiabilité de l'information. D'accord? Par rapport à cette information-connaissance, on a ce qu'on appelle sur page l'information-opinion. Donc, l'information-opinion, par exemple, si vous allez chercher des articles de presse, hein, donc c'est en général l'information plutôt donc, dit grand public, et souvent, derrière, il y a une opinion qui est émise par l'auteur. D'accord? Donc, évidemment, il faut toujours se poser la question de savoir si cette opinion émise par l'auteur est une opinion qui est plutôt qui fait consensus, ou est-ce qu'il n'y a pas des opinions contraires? Je voudrais dire qu'il faudra peut-être aller chercher des informations d'autres auteurs qui vont corroborer ou pas ces informations. D'accord? Donc ça, c'est toujours très important. Alors, évidemment, en plus, aujourd'hui, là, par exemple, en France, on va être sur quelques mois, on va dire que l'opinion va être sondée, etc. Donc, quand vous êtes dans une période d'élection, il y a forcément des informations qui vont pouvoir diffuser dans un sens ou dans un autre. Hein. Donc, toujours se poser la question, le type de la source. Hein. Si vous êtes tout ce qui est information, connaissance, on est plutôt dans ce cadre-là, éducatif, institutionnel, scientifique. Tout ce qui est information, opinion, les sources sont plutôt des sources promotionnelles, journalistiques, de vulgarisation, etc. D'accord? Et derrière, il y a toujours le public visé, l'objectif recherché. Hein. Est-ce qu'on veut enrichir intellectuellement les personnes qui vont lire l'information, ou est-ce qu'on veut au contraire les influencer dans un sens ou dans un autre? Donc ça, évidemment, c'est important. D'accord? Donc, pour évaluer la fiabilité d'une source, hein, il faudra donc s'intéresser à comment elles sont publiées. Donc, je vais finir rapidement. Encore un slide, et c'est bon. Hein. Donc, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Hein. Donc, qui valide l'information? Donc, trois processus. Souvent, il existe trois processus. Le processus le plus fiable, c'est donc la validation par les pairs. C'est-à-dire que dans des disciplines ou des domaines spécifiques, les publications font l'objet d'une évaluation par les pairs qui donnent en gros leur autorisation ou qui confirment la qualité scientifique de l'information et qui disent donc cette information peut être diffusée. D'accord? Elle est reconnue scientifiquement. D'accord? Dans les sites institutionnels, comme par exemple celui de l'Union européenne, de la Banque de France, de l'INSEE, enfin toutes les institutions publiques, donc sur ce site-là, il y a toute une procédure de vérification de l'information qui fait que les informations qui sont diffusées sur leur site sont a priori des informations qui sont fiables et de qualité. D'accord? Deuxième type de processus de validation d'une information, donc on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le processus de validation qui est plutôt collectif. Hein, c'est comme le principe de Wikipédia, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un groupe de personnes qui ont créé le site. Donc, le projet, c'était donc
de faire une encyclopédie numérique qui serait alimentée, c'est un peu ce qu'on appelle l'open source, qui serait alimentée par les internautes, par tous ceux qui voudraient y contribuer. D'accord? Mais le risque, évidemment, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, quand même, qu'on s'assure que ceux qui contribuent, qui apportent des informations, les informations qui sont apportées sont des informations qui soient correctes. D'accord? Donc, c'est un peu les limites de ce genre de processus de validation. C'est que certaines pages de Wikipédia, parce que souvent on dit aller regarder sur Wikipédia, hein, donc certaines pages de Wikipédia peuvent contenir des erreurs. D'accord? Des erreurs et où ils peuvent aussi contenir des points de vue, donc des opinions, qui vont dans un certain sens, qui ne sont pas neutres, et donc ça peut aussi influencer le lecteur. D'accord? Parce qu'il n'y a pas ce comité, il n'y a pas cette procédure de validation par les pairs, c'est-à-dire par les spécialistes de la discipline et du domaine en particulier. D'accord? Et alors, le processus, où il n'y a pas de processus, où c'est là où les informations sont les moins fiables, donc c'est tout ce qui vient des sites web personnels, des sites commerciaux, ou qui affichent clairement des opinions. Donc, je ne ferai pas de remarques par rapport à certaines informations ou des informations qui circulent, qui peuvent circuler sur le web. Mais il faut toujours, donc, évidemment, se méfier c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut librement donner des informations sur la toile. S'il n'y a personne qui vérifie, ben, on peut dire tout et n'importe quoi. Et dans des buts qui peuvent être des fois peut-être dangereux. D'accord? Donc, quand vous faites un travail qui relève donc, une recherche, hein, y compris dans votre projet, il faut s'assurer que les sources sont quand même fiables. D'accord? Donc, bon, on continuera jeudi là-dessus, sur être avancé, une source numérique, ce sera très rapide. Okay. Donc, pour jeudi, je reprends les profils là, de tous ceux qui... Et puis, je mets sur le drive les sujets, la répartition des sujets, je vais vérifier. Et si jamais jeudi, vous me dites si je n'avez pas de sujet. On fait comme ça? Ok. Merci. Et donc, à jeudi. Pour ceux qui sont en présentiel, c'est la même salle. Hein. D'accord? Pour ceux qui sont en présentiel. Oui. Alors, ceux qui sont à distance, pardon, vous pouvez quitter, c'est fini. Okay. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez bien à envoyer votre profil sur la plateforme Pix.